Comment vous résumeriez Maus justement à quelqu'un qui l'aurait pas lu? Je ne le résume pas, je lui dis d'aller le lire. Est-ce qu'on résume Primo Levi? Est-ce qu'on résume, je sais pas moi, l'enfer de Dante? Non, le présenter plutôt. Non, je présente pas, moi, je suis pas présentateur. Non, je veux dire... Alan Moore l'a écrit en une phrase. Il dit « Lisez Maus ». Ah, il dit... Et je crois qu'il est poli, donc il dit « S'il vous plaît, lisez Maus ». Voilà, c'est... Maus est difficile à résumer en quelques mots. C'est certainement son auteur qui en parle le mieux. It's a story of what happened to my father and mother. They're Eastern European Jews who were born and raised in Poland, and as a result were caught up in the maelstrom of Hitler's Europe and lived through the concentration camps. And is basically the story of Papa Mouse telling his child mouse what happened to him. What's important in the story is the interface of my father's life, of his story with history, and what's important is my relationship with my father. And those two stories are or those several stories are what intertwine to make this thing happen, which when it's finished will be a 250-page novel. L'histoire se passe à New York, à la fin des années 70. Art, un jeune dessinateur de bande dessinée, va régulièrement voir son père, Vladek, pour recueillir son témoignage. Le passé et le présent s'entremêlent, Art questionne son père, Vladek répond et nous emmène en enfer. Vladek commence par raconter sa jeunesse. Il avait beaucoup de succès auprès des femmes, notamment une certaine Lucia, qu'il n'a pas voulu épouser parce qu'elle était pauvre. Ce que je viens de te raconter sur Lucia, je ne veux pas que tu le mettes dans ton livre. Quoi? Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec Hitler et l'Holocauste. Mais papa, c'est un matériel extra. Ça rend l'histoire plus vraie, plus humaine. Je veux raconter ton histoire, comment ça s'est vraiment passé. Je voulais vous demander, Tal, quand est-ce que vous avez lu Maus la première fois, si vous vous souvenez, quand, à quelle date? Le 27 janvier, non. J'en ai aucun souvenir de la date, parce que... Enfin, l'âge que vous aviez. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Le bouquin est sorti en 87, j'ai dû le lire en 1990. C'est juste une question de maturité ou de maturation, d'intérêt, de compréhension de certaines choses, parce que Maus, c'est avant tout une BD qui est exigeante en termes de style, et qu'il faut rentrer dans ce style-là. Maus, je l'ai lu quand j'avais 14 ans. À l'époque, je ne savais pas qui était son auteur, Art Spiegelman, un dessinateur américain. J'ignorais que c'était lui aussi l'auteur des crados, des cartes à collectionner qu'on s'échangeait sous le manteau à l'école. On en avait beaucoup parlé au JT parce que le commandant Cousteau les accusait de polluer l'esprit des enfants. Quand j'ai vu la couverture des 2 volumes de Maus, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Et pour la première fois, j'ai osé ouvrir un livre qui parlait des camps. Ma famille avait quitté la Pologne pour la France dans les années 20 et une partie avait survécu à la guerre. La lecture de Maus m'avait donné le courage d'enquêter sur leur histoire. J'étais allée voir les membres de ma famille avec une caméra. Le seul qui avait bien voulu que je le filme, c'était mon père. Il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé de lire Maus. D'habitude, il ne lit jamais de bande dessinée. Au total, maintenant que je l'ai lu, je suis content de l'avoir lu, puisque... Ah, t'es content de l'avoir lu, papa? Maintenant que je l'ai lu, ça m'a raconté... Oui, parce que j'ai trouvé, je te dis, le personnage de Vladek, il me plaît bien. Je ne suis pas étonnée. Mon père et Vladek ont beaucoup de points communs. Aujourd'hui, mon fils qui a 13 ans veut lire Maus. Je suis tétanisée à l'idée qu'ils soient empoisonnés par ce passé.
mais comment transmettre des histoires pareilles? Maus est sur les étagères des ouvrages que je réouvre souvent. Il me semble important à tous les niveaux. Et bizarrement, il m'influence presque plus maintenant que quand j'étais jeune. Spiegelman, c'est sans doute le premier, un des tout premiers à faire un récit de deuxième génération. Je ne vois pas qui avant lui a fait un récit d'enfants de rescapés. Au final, ce que ça raconte, c'est la famille. Et quiconque se dit « Ah non, mais quand même, là, tu m'as pas raconté. » Il y a toujours un truc de « tu m'as pas raconté ». Et c'est pas donné, en fait, le récit familial. Ça se prend, en fait. Pour moi, très franchement, les religions, c'est des équipes de foot. Vous êtes né là, moi je suis né là, bon, c'est comme ça. Mais l'assassinat, ça nous concerne tous. La terreur, ça nous concerne tous. L'arbitraire, ça nous concerne tous. Et comme on entend un peu comme un mantra que c'est fini, il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus de survivants, oui, mais il y a des témoignages. C'est pas parce qu'il n'y a plus de personnes qui ont été les contemporains des événements qu'on n'a plus accès à ces événements. Es kann nicht genug betont werden, dass Spiegelman diese Arbeit Ende der 70er Jahre beginnt, wo es die nationalsozialistische Fotografien, das Bildgedächtnis international wirklich dominieren. Und er als tatsächlich sozusagen fast eine quellenkritische Arbeit vornimmt, die zum Teil erst Jahre später in der Wissenschaft auch dann nachgeholt wurde. Au départ, Maus était un feuilleton publié à New York dans Raw, une revue alternative créée par Art Spiegelman et sa femme Françoise Mouly de 1980 à 1991. Maus, M-A-U-S, cela veut dire souris en allemand. En anglais, même si cela s'écrit différemment, souris se prononce aussi Maus. Art Spiegelman reprend les codes du bestiaire des dessins animés et de la littérature enfantine. Dans son livre, les Juifs ont des têtes de souris. Well, it's an idea I've borrowed from my collaborator Adolf Hitler. It's really the rhetoric of the final solution was one of dehumanization and extermination. It was to kill animals, less than people. Specifically, Jews were considered vermin, and in the Nazi propaganda, they were often portrayed as mice and rats. Once I started with mice, the natural predator, as I've learned from looking at many animated cartoons, was the cat. Pigs, the Poles, are outside the food chain of cats and mice. Therefore, they are the witnesses. And the fact that it's an unkosher animal, well, this was useful to indicate the enmity between Jews and Poles. Aucun éditeur ne voulait publier Maus. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Le dessin, les allers-retours entre passé et présent, le côté autobiographique, l'autodérision, bref, tout ce qui faisait la singularité de Maus. Maus ne rentrait dans aucune case et, surtout, il semblait impossible qu'un projet aussi atypique trouve un public. C'est à la suite d'une critique très élogieuse dans le New York Times, des chapitres déjà publiés en feuilleton, qu'une maison d'édition a fini par s'y intéresser. What made the first book come out was when I got wind of the fact that Spielberg and an animator named Don Bluth, who was teaching in the same School of Visual Arts, got this way of recuperating and changing what Maus was into something quite, for me, creepy, but was much more commercial than anything Maus could be, which is like, well, mice and cats, that's a good idea, and perhaps anti-Semitism, but the Holocaust is too much of a bummer. Maybe we could kind of make it more like Fiddler on the Roof, and lo and behold, you had the American Tail movie coming out, and all I wanted was for him to shut up and stop making his thing till my book could come out, and that's really why the first part of Maus came out as a separate volume before the whole thing was finished, in order to beat the movie. So I wouldn't be seen as copying Spielberg both in his conception and even in his name. You know, Spiegelman, Spielberg, it just would be too confusing. Le film dont parle Art Spiegelman, je l'ai vu à l'époque de sa sortie. Ça s'appelait Fievel et le Nouveau Monde.
C'était l'histoire d'un souriceau obligé de quitter sa Russie natale pour échapper aux persécutions des chats. Il émigrait aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est mon père qui nous avait emmenés le voir. C'était sa façon de nous transmettre l'histoire de sa famille. Lui-même ne savait pas grand-chose. Ils avaient pour règle de ne jamais parler de la guerre, ni aux autres, ni entre nous. Personne ne m'a donc jamais conseillé de lire Maus. Je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque municipale. Je l'ai lu sans en parler à personne. Maus, contre toute attente, avait reçu le prix Pulitzer, un des prix les plus prestigieux aux États-Unis, qui depuis 1917 récompensait l'excellence. C'était la première et dernière fois à ce jour qu'une bande dessinée recevait ce prix. Art Spiegelman était invité dans le monde entier pour en parler. Die erste Frage, die die Kritik damals aufwarf, angesichts dieses Buches war die, ist es eigentlich erlaubt, solch ein Thema in die Trivialform des Comics zu kleiden? Noch dazu, wenn die handelnden Figuren Tiere sind, denn die Nazis oder die Deutschen sind in diesem Comic Katzen und ihre Opfer, die Juden, sind Mäuse. Haben Sie sich diese Frage eigentlich je selbst gestellt, ob der Comic das leisten kann? Ich meine, Sie haben die Form ja nicht gewählt, denn Sie sind ja ein Comiczeichner, das ist Ihr Metier. Well, I believe that Maus proves that it can be done. Ich glaube, Maus hat bewiesen, dass man dies durchaus tun kann. In a way, if the question is it in bad taste to make... Wenn man sich fragt, ob das ein schlechter Geschmack ist, einen Comic über Auschwitz zu machen, dann muss ich sagen, dass Auschwitz an sich schon ein schlechter Geschmack war. La réception en Allemagne a été compliquée aussi du côté des lecteurs. Ich war vor kurzem in Auschwitz und ich war so tief davon beeindruckt, wenn man das sieht, wo diese Menschen gelebt, in Anführungsstrichen haben, dass mir das irgendwie widerstrebt, das in Form von Comics wiederzugeben. The comics you have seen before were innocent, but it seems to me that after Auschwitz we have no innocence. Es stimmt, die Comics, die Sie vorher gesehen haben. À part la Pologne, où beaucoup de Polonais n'ont pas apprécié d'être représentés en cochons, le livre a rencontré le public, contrairement à ce que redoutaient les éditeurs. Il a été traduit dans plus d'une trentaine de langues. Ce qui rend ce texte extraordinaire et ce qui le rend indémodable et indémodé, parce qu'on continue à lire Maus pratiquement 40 ans après la parution. C'est un texte qui n'a pas pris une ride. Et à mon avis, ce qui caractérise une œuvre, on ne sait jamais quels sont les critères, mais c'est quand même la capacité de traverser le temps. C'est parce qu'il y a cela, c'est-à-dire le témoignage, la rigueur historique, la rigueur du dessin, de tous les éléments, et puis en plus le génie. Mais le génie qui est en somme contraint par ce que son père a raconté, par le dialogue avec son père, et par la volonté de ne faire aucun écart par rapport à ce qui est attesté de la vérité de cette histoire. Je viens de lire qu'il y avait un orchestre du camp qui jouait quand vous sortiez. Un orchestre? D'avoir marché en rang, je me souviens, mais pas d'un orchestre. Du camp, les gardiens nous accompagnaient aux ateliers. Comment aurait été là un orchestre? Je ne sais pas, mais c'est un fait très bien documenté. Non, au portail seulement, les gardiens j'entendais crier. Das Besondere an Maus ist, dass es das Zeugnis dokumentiert, aber auch kritisiert. Das heißt, der Zeuge ist gar nicht derjenige, der immer wahr spricht oder die Wahrheit sagt, sondern der Zeuge ist der befragt werden muss und in dieser Befragung auch oft ungenau ist. Und das schon gezeigt zu haben, Mitte der 80er Jahre, ist erstaunlich, weil es tatsächlich dann erst viel später in anderen Diskussionen auch aufkam. Und es ist immer wieder auch aufregend zu sehen, wie Spiegelman im Detail
eigentlich das, was sein Vater erzählt, befragt. Oder in den Bildern gar nicht oft, es gibt Szenen, da ist es sehr ausdrücklich, da sagt er, aber das habe ich ganz anders gelesen. Dann sagt der Vater, ich habe es aber so erlebt. Und es bleibt offen, aber es gibt oft auch so eine eher subtile Kritik oder Verschiebung in den Bildern. Art Spiegelman arrive à faire cohabiter dans la même image ce dont son père se souvient et ce que l'on sait par d'autres témoignages. Dans un premier temps, il dessine une case où on voit bien l'orchestre. En dessous, une case où l'orchestre est presque entièrement caché par la file des prisonniers pour respecter ce dont Vladek se souvient. Tout le long des 300 pages, il raconte une histoire, c'est celle de Vladek. Il raconte pas l'histoire, c'est pas un cours sur Auschwitz. Et s'il parle des crématoires, c'est parce que son père a été démonté un des crématoires et donc il raconte ça. Mais il utilise des subterfuges en termes de narration pour arriver à parler de ça. À aucun moment, il prend le lecteur en disant « je vais t'expliquer ce qu'il y a à Auschwitz ». Non, il ne nous fait pas une visite guidée. Je te prends par la main, je te fais le tour de chaque endroit d'Auschwitz. Non, il raconte ce que son père a vu. Et en prenant prétexte de ce que son père a vu, il tire ensuite le fil. Maus n'est pas non plus une fable ou un conte édifiant. Ce qui me frappe le plus, c'est que Spiegelman montre que son père est un homme à la fois pénible et attachant. L'idée, c'est de remettre aussi les rescapés dans leur humanité. Et l'humanité, ça suppose de ne pas être angélique. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il s'applique à faire et que c'est important de le faire. Parce que sinon, il y a une imagerie qui se met en place et qui voudrait que, bon, bah, tu as vécu une chose atroce et maintenant, à partir de maintenant, tu vas me faire le plaisir d'être un ange. Parce que je ne peux pas te voir en dehors de ça et donc je ne peux pas te voir en dehors de la violence qui t'a été faite. Et je trouve que faire ce travail-là, pour moi, c'est une gentillesse. C'est-à-dire d'essayer de rendre quelqu'un dans ce qu'il a de complexe, c'est déjà le regarder comme un être humain. Donc c'est lui retirer quelque chose comme ça qui le fige. En fait, c'est lui retirer de la morbidité. Donc pour moi, c'est vraiment remettre du vivant et de dire, bah ouais, le mec, il était naze, il est jeune, il veut pas se marier avec une pauvre, il est sur des critères, bon, bah ouais, pratique, quoi. C'est un gars pratique. Il y a un outil pédagogique qui est très puissant dans Maus, j'allais dire presque comme dans Tintin, c'est que le personnage est tellement simple qu'on s'identifie immédiatement. Et là, on sort de l'altérité juive. Là, on permet, et c'est ça l'artifice du survivant et de son fils, c'est qu'on s'identifie immédiatement à son fils, donc sans s'en rendre compte, on est dans une famille juive. Et on subit, non pas la Shoah, mais on subit un survivant de la Shoah, ce qui est déjà assez pénible. Pour survivre aux survivants, Art fume des clopes à la chaîne et va chez le psy. Vous avez l'air d'avoir du remords. Vous pensez peut-être avoir exposé votre père au ridicule. Peut-être. Mais j'ai essayé d'être honnête tout en exprimant ma colère. The relationship between father and son is even more universal than the concept of racism and genocide, which is more widespread than it should be, but not universal, thankfully. And it allowed people a way in, although I wasn't professional or cynical enough to think that through. It's just that was the way I made the book. Incroyable. 4 calendriers 1965 d'une banque où je parie qu'il n'a même jamais eu de compte. Il me rend folle. Il ne me laisse même pas jeter le pot en plastique qu'il a pris à l'hôpital l'année dernière. Mon père ressemble étrangement à Vladek. Il garde tout. Les menus des restaurants, le papier à lettres d'hôtel et les calendriers des banques. Quand j'ai voulu jeter ces calendriers, il m'en a empêché car ils lui servent à caler les meubles. Il achète tout en plusieurs exemplaires. En fait, il se comporte comme s'il avait vécu la guerre alors qu'il est né après, comme Art Spiegelman. Mon père a été appelé Jacques en souvenir de son oncle Jacob, mort en déportation en 1944. Il n'a jamais voulu lire aucun témoignage sur les camps. Maus est le premier. Son fils le fait accoucher de son histoire. Et
Moi, c'est pareil. Dans ma famille, personne ne racontait rien. Hein. Ma grand-mère m'a jamais rien raconté. Et c'est vrai aussi que la seule chose, moi, qui m'a marqué, mais qui m'a marqué probablement à vie, c'est comme je te l'ai déjà raconté, hein, la chose qui m'a marqué, moi, à vie, c'est d'avoir entendu cette conversation. Je me rappelle de cette journée où j'ai entendu, où j'avais 7-8 ans, et j'étais à table avec plusieurs adultes qui étaient des rescapés et discutaient des camps de concentration et discutaient de ces choses-là. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit que le monde n'était pas un monde très joyeux. Comme tu dis que je suis triste, je suis pas triste, hein, mais c'est ce jour-là, je me suis dit, il va falloir apprendre à survivre dans un monde difficile. Et puis c'est ce que je me suis toujours efforcé de faire. Hein. J'ai survécu dans ce monde qui n'était pas le monde hostile de Vladek, qui était quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable. Mais après, tu te dis qu'il faut apprendre à se défendre. Et c'est pour ça, moi, quand je lis cette histoire, je me dis qu'il est merveilleux, cet homme. Hein. Il a survécu à... Et d'ailleurs, le livre, c'est vrai que dans le livre, il décrit vraiment très, très bien moi, c'est ça que j'ai le plus apprécié, c'est cette période, si tu veux, avant d'être à Auschwitz. L'étau qui se resserre et qui fait que tu es de plus en plus mal et que voilà. Et puis après, là, il y a une chose que je pense qui est très vraie, il n'y a plus d'amis. Mon père nous a élevés dans cet esprit. Avoir sa valise toujours prête. La mienne ne l'est pas tout à fait. Heureusement, mon fils est plus serein. Cette histoire de valise à faire et de menaces toujours présentes lui passe au-dessus de la tête. Et vous pensez que par rapport au génocide, est-ce qu'il y a un âge auquel on peut en parler aux enfants J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas de leçon à donner là-dessus parce que je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a une partie de moi qui pense qu'Auschwitz, c'est comme le sexe, il faut répondre quand les enfants posent des questions et pas forcément leur mettre sous le nez quand ils n'ont pas demandé. Mais je sais pas. Moi, on m'a amené au Yad Vashem quand j'avais 7 ans, ça m'a traumatisé à vie. Mon père est venu m'expliquer qu'on était là pour m'apprendre que je devais épouser une fille juive parce que Hitler tentait d'exterminer les juifs. Et mon grand-père maternel est arrivé et a dit « N'écoute pas ce con, tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler ». Tu te rappelles, à un moment, tu m'as posé une question sur les fours. Ah oui, je savais pas ce que c'était. Je pense que c'était avant, mais... Si je me rappelle un peu la phrase, parce que là je retrouve pas, c'était... 1000 personnes sont allées à Auschwitz. 1000 personnes à Auschwitz sont allées dans les fours. Du coup, je comprenais pas trop. Je m'étais dit quand même, brûler des gens, je sais que les nazis faisaient des choses horribles, mais c'est un peu limite. Limite comment ? Parce que la mort par carbonisation, c'est considéré comme la mort la plus douloureuse. Considéré par qui ? Par personne, mais c'est pas prouvé, mais c'est... Enfin, on a prouvé que ça faisait très très mal de brûler vivant. Comme Jeanne d'Arc ? Oui, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas un âge, comme on voit, interdit au moins de 12 ans, 18 ans. Si cette histoire fait partie des histoires familiales et que des questions sont posées, c'est tout à fait différent. Mais je pense que c'est bien au collège. C'est bien au collège. C'est adapté au collège. Parce que il y a quand même une distance. Il y a la distance entre Hart et son père. Il y a la distance du dessin, il y a la distance de la représentation par le biais d'un bestiaire, par le biais des animaux. Donc la confrontation n'est pas violente, comme elle l'est, par exemple, quand on projette aux élèves ce qu'on a fait génération après génération, et généralement en classe de 4e, nuit et brouillard, et que l'élève de 13 ans, surtout dans le temps où on avait moins d'images, aujourd'hui il y a tellement d'images que peut-être que le choc est moins grand, mais se retrouvait littéralement tétanisé et sidéré, incapable de penser, par cette confrontation directe aux images terrifiantes, notamment les dernières images du camp de Bergen-Belsen avec les bulldozers que chacun connaît.
L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz, autour des blocs. Je me souviens d'avoir vu en classe Nuit et brouillard, le documentaire d'Alain Resnais sur la déportation et les camps, réalisé en 1956. À la suite de la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990, le gouvernement français avait envoyé des cassettes VHS du film dans les établissements scolaires en guise de vaccin contre l'antisémitisme. Fiasco total, la première de la classe avait réagi en disant « Pourquoi vous nous montrez ça avant le déjeuner ?» On n'allait pas nous montrer Shoah, le documentaire monumental de Claude Lanzmann, qui était sorti au cinéma en 1985, un an avant la parution du premier tome de Maus. Lanzmann y avait consacré 13 ans de sa vie. C'était un chef-d'œuvre. Mais le film durait 9 heures. Il y avait bien Holocauste, une série télé qui avait fait l'événement partout dans le monde à la fin des années 70. Aux États-Unis, les rues étaient désertes au moment de sa diffusion. Un Américain sur 2 était devant son poste. Mais c'était une fiction. C'est à partir de Holocauste que va être formée la première antenne de recueil de témoignages, les Fortunow Video Archives for Holocaust Testimonies. Pourquoi il y a cette collecte qui est organisée? Parce que les survivants de New Haven, où se trouve l'université Yale, disent qu'est-ce que c'est que l'Holocauste, qu'est-ce que c'est que cette histoire de juifs allemands bourgeois assimilés, parce que c'était ça Holocauste. Hein. Nous autres, j'ai envie de dire petits juifs pouilleux, hein, ils le disent pas comme ça, mais nous avons eu une histoire qui est autrement plus intéressante que celle des juifs allemands. Et c'est comme ça qu'ont commencé spontanément les premières interviews pour devenir la première grande collecte de par le monde des témoignages. Menachem est un juif polonais qui a survécu enfant au ghetto de Cracovie, puis au camp de Płaczów, et qui a accepté à la fin des années 80 de témoigner pour les Fortunow Video Archive. Personally speaking, see, I was unable to read any books, for instance, okay, about the Holocaust. Until very recently, I didn't read one word about the Holocaust. I was never able to watch any movies about the Holocaust, okay? And I was pretending very hard that it never happened to me. But the most important was that for the first time there was this Holocaust movie on television. Now, it's not important whether it was good or artistically good or whatever. So for the first time I decided to watch it with my family. And it was a moving experience, okay? So at one point, by the end of it, we were all crying. And my 9-year-old daughter said to me, "Hey, Daddy, you're crying." I said, "Yeah, and you're crying too." She said, "Yeah, but, no, I cry from time to time, but I've never seen you cry." I said, "Well, you know, I'm human. I do cry from time to time. It's really not as much as you do, but, you know, I can remember times when I cried." I asked her, "Why do you cry here?" And she said, "Well, I cry for all those poor people." "Why do you cry?" I said, "Well, you know, I really cry for myself." I said, because, he said, "Well, what?" And she said, "What do you mean for yourself?" And I said, "Well, you know, I was a part of it. I went through those miseries." And she looked at me, she said, "Daddy, I never knew. Why didn't you tell me?" Après la guerre,
personne n'avait envie d'entendre le récit des rescapés. Ceux qui essayaient de raconter ce qui leur était arrivé ne rencontraient aucun écho. Il a fallu que la deuxième génération, celle des enfants de survivants, arrive à l'âge adulte et pose des questions. Art Spiegelman a commencé à enregistrer son père au début des années 70 avec un magnétophone, bien avant le début des collectes de témoignages des années 80. Donc cette deuxième génération, celle qui est née après, commence aussi à se poser des questions sur les relations avec les parents et sur les effets que peuvent avoir eu sur eux le fait d'être des enfants de survivants. Et le premier livre qui paraît sur ces questions-là, me semble-t-il, c'est le livre d'Hélène Epstein, qui est autour des effets sur la deuxième génération, sur les enfants de survivants. When I was working on Maus, there wasn't such a phrase as second generation, and there wasn't a body of psychotherapeutic literature on it. While I was working on Maus, in fact, the woman who either invented or popularized the phrase, Helen Epstein, while I was teaching at the School of Visual Arts, she was teaching at NYU. She asked if she could show it to her second generation therapy group. I said, sure, I'd be very interested in hearing what the response is to this work in progress. Then she never called back, so eventually I called her, and she was very tense on the phone. I said, well, what gives? She said, well, we talked about it. I said, yeah, that's why I'm calling. What was the response? And she said, well, we decided you're not in touch with your feelings. And then she went on to say, and I've had nightmares about mice ever since. So that was my first contact with second generation. And then after a certain point, actually, I went to a second generation meeting that my downstairs neighbor at our loft a few blocks away is also a child of survivors. She found out about this thing. That time we were on speaking terms, unlike now. And we went together to one of these second generation meetings. And I was distrustful of it because, you know, my father always taught me to watch out, stay away from large groups. And the main thing I found that was interesting was, well, here was a large group that all distrusted the idea of being in large groups, so that was interesting. But I couldn't, maybe because I'm divorced from my feelings, identify thoroughly with seeing my entire life through the lens of being a child of survivors, even though clearly it's a narrative thread that is in my life if I try to turn my life into a narrative. But I felt I could also be in a underground cartoonist support group, or in a children of suicide support group, or people damaged by entering communes in the psychedelic 60s support group, or God knows which other ones, one of which could have been this one. But I think it was about the time at the end of the meeting when the person who was holding this group of, I don't know, maybe 100 people together was announcing a second generation singles party, that I realized this was not where I wanted to hang out and meet a mate. The pickup lines at the bar would just be too awesomely painful, like, what camp was your mom in, you know? And I just didn't need that. So I found that after finding out what it was, I backed away from it. I'm grateful that the book has found use for other people in terms of like being able to use whatever my responses were, because actually one other thing I found in that meeting that was interesting to me was, as well as breaking various taboos about making the story of the Shoah on a comic book or whatever, which just came very naturally to me, the other taboo, which had to do with being so angry at my parents rather than just guilty about my parents, wasn't the normal response. That most of the people I was meeting, many that were vocal enough to at least speak, thought, well, my parents suffered so much, I can't make them suffer more. My response was, they're your parents, they're making you suffer, by definition almost, because they're your parents. I know now, because I'm a parent. And, well,
it was a very natural response for me, and in a way, I think, without entering into the universe of psychotherapy too deeply, I think maybe Maus was useful in giving other people who were in analogous position permission to feel that anger at their parents, and that maybe that might have been useful for them. Chez moi, la colère a sauté une génération. J'en veux à mon père, j'en veux à mes tantes, j'en veux à ma grand-mère, et même à ceux que je n'ai pas connus. J'ai essayé plusieurs fois d'interroger ma grand-mère. À chaque fois, on me disait d'arrêter de l'embêter. Une fois, j'ai fait pire, je suis venue avec un enregistreur, mes tantes me sont tombées dessus, j'allais tous nous tuer. Quand j'ai lu Maus, j'ai eu l'impression d'ouvrir un ouvrage pornographique, interdit. Le vrai secret, ce n'était pas le sexe, mais la mort. Pour moi, Spiegelman, qui fait une bande dessinée sur la Shoah, il est le symptôme de la mutation de la bande dessinée qui devient adulte à ce moment-là. Et à mon sens, il ne faut pas le prendre à l'envers. Il ne faut pas le prendre par le bout Shoah, il faut le prendre par le bout bande dessinée. Même si, évidemment, son sujet, c'est la Shoah, ça intervient dans un moment où la bande dessinée est en train de se métamorphoser en médium adulte. Elle n'était pas considérée comme telle avant, désormais avec Maus, elle l'est considérée comme telle. La bande dessinée était considérée comme un genre mineur, destiné aux enfants, et qu'il fallait donc surveiller de près. Les détracteurs étaient de tous bords. En France, dans les années 20, l'un des plus virulents était un curé qui déchirait en public les illustrés qu'il jugeait immoraux. En Allemagne, c'étaient les nazis qui considéraient les bandes dessinées comme des sous-produits primitifs et arriérés. Aux États-Unis, dans les années 50, c'était un psychiatre qui avait sonné l'alarme, persuadé que la bande dessinée était à l'origine de la délinquance juvénile. Après la guerre, la plupart des pays ont mis en place des législations pour encadrer la presse et les illustrés. Il y avait donc deux catégories de bandes dessinées, celles validées par les autorités et les autres, vendues sous le comptoir. My name's Alan Moore. I write comics. Alan Moore est un immense auteur anglais de comics. C'est l'un des premiers à avoir fait entrer le politique dans la bande dessinée. The main thing that they cite as a reason for this is that it is harmful to the small and vulnerable minds of children, which obviously I'm a parent myself. I mean, I've got Leah and Amber. And basically my feeling is that the world that we have been careless enough to leave laying around for our children to inherit is a place which is sometimes hostile, which is sometimes dangerous, which has got a lot of very frightening edges to it. And the only way that I can help my children, the only real sort of chance that I can give them of securing their emotional and physical and psychological survival is to actually tell them about the stuff that's going on in the world. If there are sort of nuclear pollutants and poisons laying around, let's tell them about that. If there are psychopaths lurking upon every street corner, they should know. I don't think that it does children any service to present them this artificial, pastel-coloured Care Bear world in which everybody is friendly, everybody wants to hug each other. Alan Moore est l'un des premiers à avoir salué l'importance de Maus, dans un article pour la revue alternative Escape en 1987. Maus, écrit-il, est sans aucun doute l'un des sommets de la bande dessinée à ce jour. Il s'agit peut-être du premier roman graphique véritable de l'histoire récente. Et à ce titre, on ne saurait trop insister sur son importance. S'il vous plaît, lisez-le. Art Spiegelman pensait qu'il aurait, au mieux, une reconnaissance posthume, et que Maus ne sortirait pas du cercle de la bande dessinée alternative où il avait fait ses armes. Son père voulait qu'il devienne médecin ou dentiste.
lui a préféré rejoindre à San Francisco une bande de jeunes dessinateurs underground qui publiaient leur propre revue de comics, comics avec un X, qu'ils vendaient hors des circuits traditionnels. On les trouvait sur les campus, chez les disquaires et dans les head shops entre la marijuana et les chemises à fleurs. Justin Green began to do very confessional, autobiographical, quirky, and personal comics. It inspired Robert Crumb to become more involved in autobiographical work. It inspired me to pursue that. We became friends, and in fact, when I moved to San Francisco, I moved into his house as he was moving into another. I saw his masterpiece in progress when I was first moving to San Francisco, called Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary. It was about the obsessive-compulsive response to Catholic guilt. So Binky Brown was Justin Green, and it's a very, very dense and rich comic. But this was a game changer. There wasn't such a thing as intimate autobiographical comics till Justin. That possibility of moving toward the most intimate use of comics rather than the most generic was opened up by him and became important for me, and eventually, I think, important for a generation of cartoonists finding a new way into what comics could be. Parmi les choses que Spiegelman a certainement contribué à libérer chez les auteurs de sa génération ou des générations qui le suivent, il y a quelque chose qui lui vient de l'underground, en fait, de la pratique du dessin qu'il avait, qui est cette possibilité de n'être pas virtuose et de n'être pas séduisant et de n'être pas réaliste, d'être d'une exactitude à minima, c'est-à-dire d'avoir un dessin qui n'oblige pas à aller toujours plus du côté du documentaire, parce que tout dépend d'où on place le curseur quand on dessine, en fait. C'est-à-dire que si plus on est précis, plus on s'enchaîne à la documentation. Parce que plus on court le risque, évidemment, que tel objet soit anachronique, tel... Donc la décision du réalisme, la décision de la précision, elle est casse-gueule, elle est très exigeante, en fait, si on veut y satisfaire. Et elle est vouée à l'échec, clairement. Tant pis, tant mieux, mais on est voué à faire des bêtises, plus on veut. Giacometti disait ça très bien en disant « plus on en met, plus il en manque ». Plus on en met, plus il en manque. Emmanuel Guibert est célèbre, entre autres, pour la bande dessinée Le Photographe, qui rapporte l'expérience d'un de ses amis photojournalistes en Afghanistan. Dans cet album, il mêle dessin et photographie. Dans Maus, il y avait déjà des photos. Quelque chose qui était rarissime, inusité à l'époque, c'est-à-dire la présence de la photo de son père à la fin du livre. Je pense que c'est pas étranger au fait que j'ai cherché à mêler des photographies et des dessins ensuite dans ma vie. Le choc que j'ai reçu en voyant la photo de cet homme, après l'avoir fréquenté comme souris pendant des centaines de pages, et surtout en sachant très exactement qui il était, enfin en tout cas ce qu'il avait traversé et comment il l'avait traversé. Le grand apprentissage que j'ai reçu ce jour-là, c'est que, en règle générale, le mode de description de ce qui se passe dans une photographie, c'est la légende. Donc dans les livres de photographie, dans les journaux, on voit une photo, on pige plus ou moins ce qu'il y a dessus, mais on a la ressource, en tout petit généralement, d'aller s'esquinter les yeux sous la photographie et de lire la petite légende qui l'accompagne pour comprendre ce qui se passe dessus. Et j'ai trouvé très très fort et très nouveau pour moi, puisque j'en avais guère fait l'expérience jusque-là, que quelqu'un utilise en fait une bande dessinée pour raconter une histoire, jusque-là tout va bien, mais qu'au moment où il jette une photographie dans cette bande dessinée, c'est toute la bande dessinée qui est la légende de la photographie, et la photographie a un rayonnement maximal, précisément parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'esquinter les yeux sur un petit mot qui est en dessous, on sait déjà tout. On est au seuil d'une photographie dans les conditions idéales de compréhension de ce qui se passe sur la photo.
Et ça, c'est une grande leçon. Maus a pour sous-titre « Un survivant raconte ». Tout l'enjeu du livre, que Art Spiegelman a mis 13 ans à faire, était d'arriver à montrer Auschwitz du point de vue de Vladek. In order to even understand what he was saying, I had to read whatever was available on the subject, which wasn't so much. When I was beginning the book, it was not like now. It wasn't a river of books in English. And then I think in '78, Françoise and I went together to Poland to try to look around for the first time. In fact, one of the sketchbooks that is now out through Casterman, the McSweeney sketchbooks, is kind of some spillover of that first trip to Poland is in that sketchbook. So I did that kind of research. I certainly started looking up photos, and drawings by survivors became very important to me, or drawings that survived even if the people in the camps didn't, because it was the only way to get certain kinds of documentation. And sifting through that very carefully gave me the grounding where I felt like it was possible to continue. Certains déportés ont réussi, au péril de leur vie, à se procurer de quoi dessiner pour témoigner de l'enfer qu'ils vivaient, et à cacher leurs dessins dans l'espoir qu'ils soient découverts un jour par le reste du monde. Also exakt, das ist das Interessante. Auch Häftlingszeichnungen sind erst seit 15 Jahren überhaupt in Ausstellungen wirklich, oder vielleicht seit 20 Jahren, aber tatsächlich in Ausstellungen zu sehen. Das war Anfang der 90er noch komplett unüblich. Das heißt, ich würde denken, dass Maus auch da sozusagen das was freigelegt hat, was dann von den Geschichtswissenschaften erst als Quellen erkannt werden musste. Und das ist nicht uninteressant, weil er ja tatsächlich auch über seine Mutter sehr früh an diese graue Literatur aus den Lagern gekommen war, also die tatsächlich gar nicht offiziell in Verlagen veröffentlicht wurde, sondern eher unter Häftlingen kursierten, als Zeichnung, als Erinnerungsbücher. Und das zeigt nochmal, wie lange es gedauert hat, auch die Überlebenden in ihren Stimmen ernst zu nehmen und im Begehren eigentlich etwas zu erinnern und auch bildlich festzuhalten und Zeugnis abzulegen, was tatsächlich erstmal in der Mehrheitsgesellschaft, besonders in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern, gar nicht gehört werden wollte und auch nicht gesehen werden wollte. En fait, dans le premier livre d'histoire consacré à Auschwitz, le premier livre d'histoire d'Auschwitz, il n'y a pas de photos, parce que les photos n'ont pas encore été découvertes, celles que tout le monde connaît. Et donc il y a des dessins qui sont venus illustrer ou documenter des scènes de vie dans ce livre qui parle de ce qui s'est passé à Auschwitz. Les dessins sont signés de Dina Gottliebova. Et en fait, quand les photos de ce qu'on appelle l'album d'Auschwitz ont commencé à circuler, ce livre qui va être édité très souvent, on va virer les dessins de Dina Gottliebova pour à la place mettre les photos de l'album d'Auschwitz. Donc il y a cette idée que les dessins d'une rescapée ont moins de valeur que les photos faites par les SS, et qui renvoie à ce problème récurrent qu'il y a sur la compréhension du dessin. Les scènes que Dina Gottliebova a représentées, c'est vraiment les scènes de vie telles qu'elles se les rappellent en 1947 de ce qui se passait à Birkenau. Et à la place, on a mis des photos qui sont beaucoup plus problématiques en termes de réalité, pour le coup, de ce qui se passe à Auschwitz. Parce que ces photos-là, elles sont mises en scène par les SS, elles sont destinées à gommer certaines choses, à mettre en valeur d'autres choses. Donc ça ne correspond pas à la réalité comme on en parlait tout à l'heure, ça correspond à une réalité telle que les SS veulent la montrer à ce moment-là. Que Dina Gottliebova, elle dit sa réalité, par ça, il faut entendre celle des prisonnières à Auschwitz. La mémoire visuelle de la Shoah s'est construite essentiellement à partir des images faites par les assassins. Il y a toujours quelqu'un derrière une image avec son propre point de vue. Maus est le pavé dans la mare qui a permis de restaurer la légitimité du dessin comme moyen de raconter le réel. Cette mémoire vive de la guerre en général, pas simplement de la Shoah, elle va disparaître. Et elle est remplacée, ou elle n'est pas remplacée, par une mémoire culturelle, qui sont les films, les livres, les BD, les mémoriaux, tout ce que vous voulez, mais qui est une mémoire culturelle, qui n'est plus une mémoire
qui est vécu. Donc, est-ce qu'on vit, pareil, un livre, une émotion, puis le temps érode tout? Le temps érode tout. Mon fils a enfin terminé le tome 2 de Maus. Il n'a pas l'air plus traumatisé que cela, et il a gardé le même appétit. Je suis soulagée, et en même temps désarçonnée de voir que cette histoire n'est plus aussi radioactive pour lui qu'elle l'est pour moi. Et c'est le temps qui passe, et c'est normal. Et un survivant d'Auschwitz qui décède aujourd'hui, eh bien, il meurt comme un non-survivant d'Auschwitz. Et effectivement, un des petits-fils de Simone Veil me disait « Mes enfants ne verront pas le numéro, comme moi j'ai vu le numéro de ma grand-mère. » C'est comme ça, c'est le passage du temps. Et il n'y a aucune raison que le temps ne passe pas.